En marge de ce troisième Parlement, les entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, je suis cette fois-ci avec Isaac Getz et Jean-François Zobrist. Bonjour messieurs. Merci de nous accorder ce petit moment rapide. Vous avez participé à une table ronde sur l'entreprise libérée et en gros les nouvelles façons d'être et de changer le mode de management. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer de cette table ronde? D'abord, ce n'est pas nouveau. Je pense que le monde a dérapé et nous on est resté dans le bon sens. Et il faut à tout prix revenir dans le bon sens dans cette période de fin de cycle qui n'est pas une fin de crise. Parce que ceux qui passeront de l'autre côté du point de bascule, ce n'est pas les riches, ce n'est pas les gros, ce sont les réactifs. Et pour être réactif, il faut redonner le pouvoir aux ouvriers, que ce soit les ouvriers qui reçoivent les commandes et qui en décident directement s'ils passent en équipe, qui en équipe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc toute la structure intermédiaire qui s'est créée pour les 30 Glorieuses devient superflue. Il faut soit la recaser en valeur ajoutée, soit en chiffre d'affaires. Voilà mon message. Alors ce que je retiens concrètement ce matin, c'est qu'il y a un chemin monstrueux à faire. Monstrueux à faire. Les entreprises étant tétanisées par tous les organismes de contrôle interne, qui coûtent une fortune, font que la réactivité a baissé et que malheureusement ces entreprises-là actuellement sont la source des quelques 2000 chômeurs jour qu'on a. Un chemin monstrueux, mais chemin palpitant. Écoutez, je pense qu'on est arrivé en France, c'est ce que moi je constate parce que Jean-François, il est dans cette logique, cette approche depuis 1983, Jean-François, donc plus de 30 ans. Moi j'ai découvert ce sujet il y a à peu près 10 ans. Je suis parti voir une cinquantaine d'entreprises qui fonctionnent de cette façon-là. Donc certains, il y en a une, Gore, qui fonctionne comme ça depuis 50 ans. Ils ont plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et toujours en croissance organique. Voilà. Et ce qu'on voit de toute façon aujourd'hui, à partir de mes échanges, ici dans un parlement des entrepreneurs d'avenir ou d'un certain nombre d'entreprises ou des dirigeants auprès de qui je fais des conférences, ou des séminaires, c'est qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience que le modèle ancien qui est construit finalement sur le déni de l'être humain de l'entreprise, parce que l'entreprise traditionnelle est fondée sur le contrôle et le manque de confiance des gens qui finalement créent la valeur de l'entreprise, que cette entreprise-là, ce modèle a atteint ses limites. Ça a fonctionné dans les 30 Glorieuses, ça a fonctionné quand la demande est arrivée tout le temps, quand elle était stable. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, il y a, ça on constate aussi, une ouverture, voire un soif chez certains, de voir qu'on peut fonctionner différemment. Et tout d'un coup, comme dit Jean-François, on découvre que ça existe et on dit c'est nouveau. Non, voilà, il y en a un entrepreneur qui se promène, Georges, qui a construit ça à Techné depuis 1981. Gore, c'est 1958. Sauf qu'avant, on était convaincu que ça peut encore fonctionner. C'est la prise de conscience qui est nouvelle pour le coup et qu'il faut accompagner. Aujourd'hui, les résultats, ils ne sont pas là. Les chiffres, ils sont terribles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les entreprises marchent bien quand les statistiques, les recherches montrent qu'il y en a 1% seulement d'entreprises qui survivent 40 ans. L'entreprise traditionnelle ne marche pas. Les résultats ne sont pas là. Il y a une valse des PDG. Ça a fonctionné tant que ça fonctionnait parce que la demande quand même était là et aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Donc il faut trouver comment, au lieu d'avoir un cerveau ou 10 qui réfléchit dans l'entreprise, qu'il y a 500 ou 1000 et que c'est eux qui vont trouver des idées parce qu'ils sont sur le terrain. Un entrepreneur d'avenir en 2013 et dans les années à venir, c'est quoi à part un homme courageux? C'est un montreur d'étoiles. C'est un homme qui fait rêver. C'est un homme qui a comme stratégie de ne pas avoir de stratégie, mais qui a une stratégie. C'est un homme qui fait totalement confiance. C'est un homme qui a compris qu'il n'y a pas de performance sans bonheur, mais que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Soit on fait le bonheur des contrôleurs et la ruine de l'entreprise, soit on fait le bonheur des ouvriers et la fortune de l'entreprise. C'est un homme qui a compris qu'un ouvrier heureux fait le client heureux. Et que c'est l'ouvrier heureux et le client heureux qui font l'actionnaire heureux, et pas l'inverse. C'est plus un philosophe qu'un manager. C'est un manager. Il n'y a pas d'école de management. Il y a des écoles de gestion, science des chiffres, management, science des hommes. Il faut réinventer le manager, qui existait de toute éternité. Le chef de tribu quand on chassait. On s'appelait de l'agriculture. C'était quelqu'un qui était coopté, qui n'était pas nommé.
D'accord? Donc il faut revenir sur ces bases-là. Il faut revenir sur les fondamentaux de l'entreprise, savoir qui ajoute de la valeur, premièrement. Puis deuxièmement, laisser expliquer aux gens pourquoi, pour qui, et laisser libre du comment. Alors toute l'entreprise aujourd'hui est basée sur le comment. Les écoles de management, qui ne sont pas des écoles de management, on apprend que le contrôle et le comment. C'est un fiasco complet. Et dans le même temps, vous pouvez le passer. On a besoin d'ouvriers de plus en plus formés, parce que la force de l'Occident, c'est plus nos ingénieurs, les ingénieurs chinois sont meilleurs que les nôtres, c'est le savoir de nos ouvriers. Et dans le même temps, on est dans une société qui génère 17% de gamins qui ne savent pas lire chaque année. Et c'est avec ces gens-là qu'on doit bâtir le futur, nous les entrepreneurs. Vous restez optimiste, Isaac Getz? Alors, je suis pas pessimiste. On est tous les deux optimistes parce qu'on voit qu'il y a d'autres façons de fonctionner et en plus ça marche et ces entreprises sont extrêmement performantes à la différence de l'entreprise moyenne. Maintenant, votre question que vous avez posée sur l'entrepreneur d'avenir, donc pour moi, il y en a deux choses essentielles. La première, Jean-François a parlé, et a parlé des deux d'ailleurs, que c'est quelqu'un qui est un visionnaire, mais vision, c'est pas ce qu'on appelle dans les entreprises, on a une stratégie, etc. C'est un rêve, et ce rêve, il sait le partager avec chacun. Donc ça, c'est pour que les gens ils savent pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils vont au travail. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est un homme courageux, mais maintenant, le mot courage, on peut le faire à toutes les sauces. Le courage d'abandonner son ego. À partir de là, on est obligé, c'est de la logique, se tourner vers des gens et dire, voilà notre rêve, mais comment il faut y aller, c'est vous qui allez nous proposer. Et du coup, ça oblige aussi de transformer ou ne pas construire, si c'est un entrepreneur dans son start-up, la structure de contrôle qui finalement est là pour montrer finalement qu'on n'a pas de confiance dans les gens. Donc s'il arrive à faire ces deux choses, avoir une vision et pas créer une entreprise pour faire du fric. Ça, l'argent, il va en avoir parce que les gens vont créer de la valeur ajoutée et qu'elle crée des conditions pour qu'ils puissent faire le plus de valeur ajoutée dont ils sont capables. Donc, s'il a un rêve de devenir quelque chose, ça peut être les visionnaires comme Steve Jobs, je ne dis pas la manière dont l'entreprise est organisée, mais c'est quand même un visionnaire, où il y en a bien d'autres, et en même temps, il crée des conditions dans lesquelles les gens ils sont contents de venir au travail, ils se réalisent et s'épanouissent. Il va être un entrepreneur réussi, ça c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Peut-être un tout dernier mot sur ce que vous inspire ce Parlement. Jean-François ? Qu'il y a du chemin à faire, qu'il est urgent de le faire, et que, vous savez, il y a un philosophe moderne qui a dit récemment, pour aller plus loin vers le quantitatif, on a posé les valises qui s'appellent l'onirique, qui s'appellent l'altruisme, qui s'appellent le solidaire, etc. On est au bout du quantitatif. Et il faut revenir au qualitatif. Et il faut reprendre ces valises qui s'appellent le solidaire, l'altruisme, etc., etc. Mais il n'y a pas d'école de ça. Ce que m'inspire, moi, ce Parlement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se remettre en cause, parce qu'on a fait ça le comble. Et je crois que toutes les salles ont fait ça le comble. Mais malheureusement, les gens cherchent des modèles. Et il n'y a pas de modèle. Il y a que des témoignages d'altruisme dont chacun peut s'inspirer à sa manière. Donc voilà ce que m'inspire. C'est qu'il y a un besoin, c'est sûr. Il y a une hantise à lâcher ce qu'on connaît, même si ça ne marche plus. Par peur de l'inconnu, de la confiance, parce que la confiance, c'est un peu l'inconnu quand même. Et je crois qu'il va falloir oser parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je pense que c'est des lieux comme ça, il faut en avoir plus. Parce que malheureusement, et je suis professeur, ce n'est pas nécessairement dans les écoles, dans les institutions d'éducation qu'on le fait, un lieu dans lequel les gens peuvent ressortir avec des questions qui ne sont pas posées avant de venir et pas avec des réponses. Et je pense que si on a réussi, entre guillemets, ici, de perturber quelques-uns, qui disaient tiens, j'ai jamais pensé à ça, et là maintenant je vais réfléchir à ça, je pense que ça c'est de gagner, et pour ça il faut des lieux comme ça. Merci beaucoup, messieurs.